Et aussi, nous demandons comment repenser les rapports entre esthétique et politique pour nos sociétés contemporaines. Je crois qu'il faut partir du fait que on n'est plus du tout dans des figures un peu traditionnelles où on pense par exemple le rapport de l'art à la politique sous la forme de l'art illustrant la politique ou de l'art créant des formes de conscience, des formes de conscience politique. On est dans une situation aujourd'hui où au fond il y a une sorte de un peu disons de overlapping entre des sphères différentes. Et bon, dans la mesure même où la sphère politique officielle est de plus en plus pauvre, on assiste d'une part au fait que des artistes deviennent des espèces de soit de militants, soit de chercheurs, soit d'enquêteurs, qui essayent au fond de reconstruire une visibilité des événements communs. Bon, on peut penser par exemple au travail un artiste comme d'un cinéaste comme Eyal Weizman par exemple, qui s'occupe finalement non plus de représenter les événements politiques, mais de les reconstituer. Savoir qu'est-ce qui se passe par exemple dans une journée de bombardement à Gaza, ou qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la fameuse affaire des 43 étudiants mexicains massacrés. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je crois que de plus en plus, au fond, des artistes soit prennent en charge des formes d'investigation politique, soit deviennent comme des participants à des manifestations politiques, mais pas simplement comme artistes au service de la politique, mais comme performeurs. On peut penser au rôle qu'ont joué un certain nombre d'artistes, hommes de théâtre, performeurs dans les mouvements d'occupation à Istanbul, à Athènes par exemple. Et ceci est lié au fait aussi que justement les formes de protestation politique aujourd'hui passent de moins en moins par, disons, la forme traditionnelle du parti organisant des manifestations, et passent de plus en plus par des formes comme justement les mouvements d'occupation des rues, dont on peut dire qu'elles sont des formes en un sens esthétique, parce que justement elles ne s'appuient plus sur des forces sociales supposées constituées, elles ne suivent plus des partis politiques comme tels, mais elles sont des manières au fond d'occuper en commun un espace, de construire une certaine forme d'occupation de l'espace, aussi de construire un certain rapport au temps. Donc je dirais qu'il y a à la fois de plus en plus une dimension d'enquête et d'enquête et d'activisme politique chez les artistes, et de plus en plus aussi une espèce d'aspect esthétique de la politique qui apparaît dans les mouvements actuels, quoi. Et bon, ce que j'appelle esthétique, c'est pas simplement le fait qu'il y ait un côté spectaculaire. Pour moi, esthétique, ça veut pas dire spectaculaire. Esthétique, c'est vraiment ce qui se rapporte vraiment à l'expérience sensible, à la manière dont l'expérience sensible est constituée en un monde commun. Et je crois que oui, de plus en plus aujourd'hui, justement, il y a comme une espèce disons, de zone un petit peu de proximité, quelquefois d'indécision, qui se constitue entre des activités faites par des gens qui ont l'identité d'artistes, quoi, et puis des formes de protestation qui sont les formes de protestation politique, mais qui prennent de plus en plus, au fond, l'aspect d'une sorte de dramaturgie ou de scénographie collective. Et alors, pour finir, comme ce qui nous occupe, c'est la pensée, nous demandons quels sont les défis pour penser en pensée critique qui, dans les conditions de notre époque, doit être en même temps locale et globale, et en même temps en cherchant en commun et en considérant la différence. Comment penser la pensée critique même aujourd'hui? Bon, je pense que la pensée critique, mon avis, doit être une pensée qui s'articule, je dirais, sur les opérations critiques. Je veux dire par là, sur des pratiques. Bon, ces pratiques peuvent être des pratiques disons, je sais pas, de groupes politiques, mais des pratiques aussi de groupes artistiques. C'est-à-dire que, je pense qu'il faut sortir d'un type de pensée critique
qui est le type de pensée critique qui justement passe son temps à vouloir dénoncer la logique globale du système. Bon, je veux dire qu'on est habitué à cette forme de pensée critique qui a été largement inspirée de la tradition marxiste, où on pense effectivement que les gens sont aliénés parce qu'ils ne comprennent pas, qu'il faut leur expliquer la logique globale du système, et il y a des gens qui à tout instant continuent à vouloir nous dire que tout ce qui arrive est dépendant de la logique globale du système, quoi. Le résultat, c'est que la pensée critique, à mon avis, est une pensée finalement qui ne produit que de la résignation, parce qu'elle prouve d'une certaine façon que le capital s'étend partout, domine tout, qu'on ne peut pas y résister, et que tout ce qu'on peut faire contre est encore une manière d'adhérer. Bon. Donc voilà, moi je pense qu'une pensée critique, c'est une pensée qui essaye un petit peu de se pencher sur les diverses formes de rupture, même simplement les diverses formes d'expérimentation, disons des mouvements comme ceux des mouvements démocratiques comme ceux qui a pu y avoir, en Occident depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Voilà, ce sont des expérimentations, il y a toutes sortes de formes, on peut dire aujourd'hui, d'expérimentation artistique, d'artistes qui essayent de construire justement des manières de représenter, pas de représenter, mais de constituer un petit peu les événements. Il y a toutes sortes de manières, je dirais, d'essayer de mettre en commun. Parce que, qu'est-ce que c'est quoi finalement, peut-être ce qu'il y a de commun entre politique et esthétique, c'est le fait que, au fond, ce sont des opérations qui construisent des mondes communs, quoi. Et un monde commun, c'est pas un monde où tout le monde est englobé, c'est pas un monde où tout le monde non plus s'embrasse et se serre la main. Un monde commun, c'est un monde où les choses prennent du sens en commun. Donc, au fond, il y a un sens commun dominant qui est effectivement ce que j'appelle le consensus, à savoir la logique dominante qui nous dit que la situation c'est ça ne peut pas être autrement, on peut le constater, on peut rien changer à ce qui est, et voilà, et donc au fond il y a des modes de présentation des situations, des modes de présentation et d'interprétation de ces situations qui font que voilà, on est obligé de considérer que le monde est comme ça et qu'après, il n'y a plus que des toutes petites différences. Voilà. Et puis par rapport à ça, il y a ceux qui vous disent mais non, c'est un système qui est entièrement pourri, il faut tout changer, mais tant qu'on n'a pas tout changé, donc rien ne changera. Et je pense qu'une pensée critique est une pensée qui essaie de s'articuler sur ce qui essaye de bouger. Et ce qui essaye de bouger, justement, c'est toujours une manière dont, justement, des manifestants éventuellement sur une place, mais des manifestants, luttant pour préserver tel ou tel territoire, telle ou telle forme de vie, des artistes essayant de reconstruire la visibilité d'un événement, des artistes essayant au fond de recréer un petit peu les gestes du travail, les gestes de la lutte, de penser un petit peu sur la fonction sur les rôles des gestes, sur les rôles des mouvements, des artistes qui essayent de repenser le rôle des images. Voilà, il y a constamment un peu partout comme des expériences où on met en commun des mots et des mots, des mots et des images, des mots, des images, des mouvements, et voilà, et ça constitue, je dirais, comme autant de propositions de monde commun. Et je pense qu'une pensée critique aujourd'hui, c'est une pensée justement qui véritablement essaye de prendre appui sur ce qui peut se faire, un peu à droite, à gauche, comme forme d'expérimentation, de présentation de situations, de construction de situations communes, d'interprétation des événements et des situations qui en écart par rapport au consensus. Merci beaucoup. Les articulations des structures politiques en Amérique latine passent souvent par l'oligarchie. Et l'oligarchie coopte totalement l'État libéral. Et c'est vraiment difficile de faire comme tomber ces structures et penser des nouvelles structures. Alors, nous nous demandons comment faire des exercices d'articulation d'un commun qui ne passe par là. Je suis pas sûr, si vous voulez, que les formes d'exercice du pouvoir en Amérique latine soient tellement différentes des formes d'exercice du pouvoir en Europe, ou plus généralement dans le monde dit occidental, ou dans le monde dit libre, quoi. Je pense qu'en revanche, ce qui est quand même peut-être très fort en Amérique latine, je dirais que
peut-être c'est au fond la manière dont l'idée, justement, l'idée du pouvoir d'État, l'idée de prendre le pouvoir d'État, l'idée de ce que doit faire le pouvoir d'État est quelque chose qui peut-être me semble être beaucoup plus fort en Amérique latine. Je veux dire, je suis quand même effectivement je pense étonné justement de la manière dont maintenant arrivent en Europe des formes politiques qui sont plus ou moins fondées sur Hugo Chavez, sur le kirchnerisme, sur la tradition populiste latino-américaine, comme si précisément, je dirais que il y avait vraiment une sorte de très forte pensée encore ancrée en Amérique latine sur le fait que la politique passe essentiellement par des réformes de l'État. Et or, je pense que non, on est aussi bien en Amérique latine qu'ici, à un point où on peut penser que ce qui est important aujourd'hui, c'est que puissent se constituer des forces politiques, je ne sais pas, des forces politiques en quelque sorte justement structurées par la lutte pour le pouvoir d'État, structurées par le système représentatif, structurées, si vous voulez, par la lutte des partis. Je crois que il y a d'espérance pour la démocratie, mais aussi bien en Amérique latine que ici, à partir vraiment de l'idée que il doit se constituer des forces politiques qui soient autonomes, autonomes par rapport justement au fond, au type de vie publique qu'organise l'État, quoi. Alors c'est vrai, bien sûr, qu'en Amérique latine, dans la mesure où, bien sûr, il y a des formes de vie, il y a des inégalités qui sont aussi beaucoup plus fortes qu'en Europe, finalement. Je veux dire que malgré tout, en Europe, il y a une relative homogénéité des populations. Bon, c'est vrai que, si on prend ce qui se passe ce qui se passe au Mexique, ce qui se passe au Brésil par exemple, où on a véritablement effectivement des bourgeoisies urbaines très fortes, des pouvoirs très corrompus, et puis disons des masses paysannes qui souvent vivent dans des conditions vraiment misérables, qui sont plus ou moins chassées de leurs terres, des populations autochtones dont la civilisation est réprimée. Bon, bien sûr, ça fait des très très grands écarts, et du même coup, précisément, l'État apparaît comme la seule force un petit peu finalement unitaire, quoi, et on cherche toujours à ce que... moi, c'est ce qui me semble vu de loin, je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que je vois les choses vues de loin, quoi. Je pense que l'État apparaît en quelque sorte comme la puissance unitaire, quoi. Alors que bien sûr, en Europe, on a perdu un peu l'habitude j'exagère un petit peu, mais en tout cas, disons, je pense que malgré tout, on peut penser, sinon vraiment arriver à réaliser des formes politiques qui soient à côté de l'État, autonomes et pas prises dans la logique du pouvoir d'État, quoi. C'est plus difficile